Je suis docteur ici, je m'occupe de l'hématologie ici à l'hôpital militaire à Vicenne. Mon maître professeur Dormi n'a pas pu se libérer pour des raisons de service et il s'excuse auprès de vous. Je tiens à vous remercier de nous avoir permis de vous présenter, de vous parler un petit peu du lymphome diffus. Voilà, je ne suis pas encore professeur, je suis spécialiste d'hématologie clinique. Donc, on va essayer de faire une overview sur les actualités dans le lymphome diffus. Les lymphomes ne sont pas des pathologies que vous voyez aussi souvent que le diabète et l'HTA, mais ça reste des maladies graves et le rôle du médecin généraliste est très important, surtout à l'étape diagnostique et même au cours du suivi de ces patients. Donc voilà un peu de définition. Donc c'est des proliférations malignes des tissus lymphoïdes qui peuvent concerner les cellules lymphoïdes B ou T, qui sont clonales, c'est-à-dire qu'il y a un seul, qui ont le même déterminant antigénique et moléculaire pour toutes les cellules tumorales. Les lymphomes parfois peuvent devenir leucémisés, c'est-à-dire que les cellules malades qui se développent au niveau des ganglions généralement peuvent gagner la moelle à un stade avancé puis partir dans la circulation sanguine et on parle de lymphome leucémisé. Tous les lymphomes peuvent leucémiser à l'exception du lymphome de Hodgkin. La notion nodale et extranodale, c'est par rapport à la localisation purement ganglionnaire ou extra-ganglionnaire du lymphome. Quelques petits chiffres sur l'épidémiologie. 56 000 nouveaux cas aux États-Unis, 26 300 décès par an, 5% des cancers chez l'homme, 4% chez la femme, 5% de décès par cancer, 15 cas pour 100 000 habitants et 3% d'augmentation annuelle d'incidence aux États-Unis. L'âge moyen est 60 ans. Bon, chez nous au Maroc, il y a des études qui sont limitées à certains centres, notamment ceux de Casa et les grands centres des hôpitaux civils. L'âge moyen est un peu plus bas chez nous au Maroc. Les étiologies sont souvent inconnues. On retrouve le tabac qui vient souvent dans certaines études. Il y a des anomalies génétiques qui sont souvent associées à ces lymphomes et il y a un risque élevé en cas d'antécédent familial de lymphome ou de cancer en général. Un petit mot sur l'hématopoïèse. Bon, les cellules souches lymphoïdes vont donner les cellules B et T. Les cellules B vont rester dans la moelle, vont maturer dans la moelle avant de gagner les organes lymphoïdes, et puis les cellules T vont partir dans le thymus avant de gagner à la fin les cellules lymphoïdes. Au cours de cette maturation, ils vont acquérir certains marqueurs qu'on appelle des marqueurs de surface ou cellulaires. Et c'est grâce à ces marqueurs qu'on arrive à distinguer l'origine, entre autres, l'origine de ces lymphomes. Voilà, donc en fonction du site, voilà. Donc en fonction du site de développement du lymphome, donc on peut avoir soit des lymphomes de la zone marginale, les lymphomes de la cellule du manteau, les lymphomes du centre germinatif ou les lymphomes qui sont non centre germinatif. Voilà. Je suis pas à l'aise avec ce truc. La classification des lymphomes a connu beaucoup de changements depuis les années 60. Les premières classifications étaient essentiellement basées sur des aspects morphologiques, la taille de la cellule, la taille du noyau, certaines anomalies nucléaires. Et c'est la première classification qui a intégré la cytogénétique et les caractéristiques moléculaires était la Revised European American Lymphoma Classification en 1994, et puis à partir de 2001, l'OMS a pris le relais, et la dernière mise à jour, on va dire, de la classification OMS vient d'être publiée récemment, il y a quelques mois. Voilà, donc on y trouve. Cette classification s'est basée essentiellement sur des caractéristiques, ce qu'on appelle l'origine cellulaire de la cellule lymphomateuse. Donc on a pu, dans le lymphome diffus à grande cellule, grâce aux études d'expression génique, de distinguer 3 grands types de lymphome diffus à grande cellule, notamment le lymphome NOS ou sans autre spécificité, qui peut être soit d'origine du centre germinatif, soit non centre germinatif, ou on appelle ça activated B-cell type. On a distingué également le lymphome médiastinal primitif qui est
une présentation complètement différente du lymphome diffus à grande cellule NOS, et on a trouvé une petite proportion de lymphome à grande cellule qui exprime le CMYC. Voilà, si vous voyez d'autres types de lymphomes diffus à grande cellule qui ont des caractéristiques particulières. Dans quelques instants, des entités provisoires, donc on n'a pas assez de data pour les incorporer dans la recherche systématique. Voilà. Donc le lymphome diffus à grande cellule, c'est le lymphome le plus fréquent. À peu près un tiers des lymphomes sont des lymphomes diffus à grande cellule. Voilà, donc je vais m'attarder un petit peu sur le diagnostic positif, c'est ce qui nous intéresse dans cette présentation. Donc les manifestations révélatrices peuvent être des adénopathies superficielles classiques et peuvent être uniques ou multiples, mais dans le cadre du lymphome diffus, sont toujours asymétriques. Donc les localisations sont possibles, ils peuvent être cervicales, axillaires. Une notion importante, c'est le caractère de ces adénopathies. Ils sont fermes, indolores, mobiles par rapport au plan superficiel et profond et non inflammatoires. Donc dès qu'on a ça, on ne doit pas faire traîner le patient et on doit l'adresser rapidement pour se faire biopsier. Voilà, ça peut être des manifestations, un point d'appel extra-ganglionnaire, notamment une toux, un épanchement, une dysphonie, dyspnée. Et à ce moment-là, on peut faire une radio, un scanner qui peuvent donc tomber sur des adénopathies médiastinales, par exemple. Voilà, comme ici également. Les manifestations peuvent être des adénopathies profondes, sous-diaphragmatiques, soit splenomégalie. La rate, on la considère comme un ganglion, donc chez nous, dans nos classifications des pathologies. Donc il peut être splénique pur, avec une rate comme ça, hétérogène, nodulaire, comme ça peut être une atteinte hépatique, une atteinte rénale, d'accord, des adénopathies mésentériques, comme c'est sur ces images. D'autres manifestations extra-ganglionnaires peuvent faire poser le diagnostic, même si c'est un peu plus rare. J'insiste sur l'examen ORL, obligatoire par les recommandations, même chez les patients qui ont des adénopathies superficielles. Les points d'appel peuvent être digestifs. Il y a des lymphomes à grandes cellules purement digestifs, coliques, gastriques. Parfois, on a des atteintes cutanées, mammaires. Les atteintes mammaires gonadiques, osseuses et neurologiques sont particulières du fait qu'ils déterminent un groupe de patients à un haut risque de rechute neuroménagée. Donc ça, c'est une patiente qui avait une atteinte cutanée qui a posé le diagnostic de lymphome à grande cellule. Voilà, d'autres manifestations au niveau de la loge rénale, voilà, etc. Donc ça peut être un syndrome fébrile ou inflammatoire au long cours. Et à ce moment-là, donc, il faut s'acharner à trouver un syndrome tumoral pour poser le diagnostic. Donc, quelles que soient les circonstances de découverte, le diagnostic est toujours histopathologique, donc ce qui impose la biopsie. Certaines mesures sont à prendre en considération en cas de biopsie ganglionnaire. Donc c'est une biopsie XRS de préférence, pas une ponction biopsie, pas une cytoponction. La cytoponction est complètement bannie. La ponction biopsie peut être réalisée dans certains sites difficiles d'accès, une atteinte hépatique par exemple, la loge rénale, etc. Mais la biopsie XRS reste le bilan idéal. Donc généralement on enlève tout le ganglion, on le divise par deux, on fait des empreintes sur des lames qu'on envoie en cytologie et on met le reste dans le formol et on envoie en anapathe, de préférence des anapathes entraînés. Bon, dans d'autres pays, ils font de la biologie moléculaire, etc., donc ils préfèrent du tissu frais. Voilà, donc après le diagnostic, on doit pronostiquer le patient, donc on doit faire un staging, donc voir les localisations, les différentes localisations, les facteurs pronostiques liés au patient et à la maladie. Donc il y a des scores pour ça, voilà, donc les scores pronostiques, plein de scores. Donc il a commencé vers les années 93 avec l'IPI, le score pronostique international. Et ça a commencé à évoluer en fonction de l'évolution des connaissances en matière de cytogénétique et de traitement surtout. Donc avant les thérapies ciblées et après les thérapies ciblées. Mais ces scores, même s'ils sont anciens, ils gardent leur valeur même avec les traitements actuels. Donc si on regarde, c'est à peu près les mêmes pourcentages de survie à 3 ou à 5 ans. Pardon.
Voilà, donc le profil d'expression génique, c'est ce qui a permis à la classification OMS de confirmer ces différents types de lymphomes diffus à grandes cellules qui ont un comportement complètement différent, un pronostic complètement différent. Donc le profil d'expression génique, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, moi aussi je ne comprends rien à ça. En tout cas, on a ça, on peut répartir les différents types de lymphomes en lymphomes qui prend naissance au niveau du centre germinatif et en lymphome qui prend naissance, qui prend naissance à partir de cellules B activées. Voilà, activated B cell. Donc la difficulté de l'expression du profil génique, c'est qu'il nécessite du tissu frais, sachant qu'actuellement il y a des techniques sur tissus déjà fixés qui ont été validées. Alors d'autres experts ont essayé de développer des techniques d'immunohistochimie qu'ils peuvent faire en laboratoire de cytologie simple, dans l'algorithme de Hans qui est le plus utilisé, et à partir de certains marqueurs d'immunohistochimie, notamment CD10, BCL6 et le MEM1, donc ils peuvent faire la part entre lymphome du centre germinatif et on dit ici non centre germinatif parce qu'ils ne peuvent pas distinguer le ABC. Voilà, donc c'est des lymphomes très différents, avec des survies vraiment très différentes, les ABC étant de plus mauvais pronostics. Voilà, la co-expression du C-MYC. Les patients qui expriment le MYC et le BCL2 ou le BCL6 sont des patients de plus mauvais pronostics, ça se voit sur ces courbes. Dans la classification OMS 2016, ils imposent ou ils exigent ou ils recommandent de chercher l'expression du C-MYC chez ces patients-là. Et la réponse au TEP scanner, vous savez qu'actuellement, il y a une technique de radiologie qui s'appelle le TEP scanner, tomographie par émission de positons, qui est utilisée dans pas mal de cancers, notamment dans les hémopathies malignes. Et on s'est rendu compte que le TEP scanner, il peut diagnostiquer des endroits qui n'ont pas été vus par le scanner. Ce qui fait que parfois, quand on diagnostique un patient localisé, quand on fait le PET scan, ce qu'on appelle en upgrade, en upstage les patients. Et parfois, on a rarement... Voilà. Le PET scan est devenu obligatoire dans les lymphomes agressifs, que ce soit lymphome diffus ou Burkitt ou autre lymphome T. Dans le lymphome de Hodgkin, il est également obligatoire. Dans les lymphomes indolents à petites cellules, il n'est pas encore validé, dans tous les lymphomes à petites cellules. Voilà. Ça pour les diagnostics. Pour le pronostic aussi, donc les patients qui sont bons répondeurs au PET scan à 2 ou à 3 cures sont de pronostics meilleurs avec des survies, si vous voyez, regardez ici, entre 80 et 90% de survie par rapport aux patients qui sentent négatifs. Cette réponse basée au PET scan n'a pas encore été validée par tous les experts, donc on ne commence pas encore à la faire, contrairement au lymphome de Hodgkin, chez qui on commence à raisonner en PET scan. Alors un petit mot sur le traitement. Voilà, donc le lymphome peut être curable dans 50 à 60%. Dans les lymphomes agressifs, généralement, on adopte une loi de tout ou rien. Donc on doit traiter à tout prix, parce que si on ne traite pas correctement, et dès le début, le patient, malheureusement, échappe au traitement et il décède généralement. Donc c'est traité à tout prix, contrairement aux lymphomes indolents où on dit traiter à moindre frais, parce que c'est des lymphomes qui sont indolents, qui évoluent lentement et qui sont généralement non curables. Voilà, l'RC, la rémission complète préalable à la guérison, donc elle est obligatoire, et la guérison, elle est corrélée à la vitesse de réponse. Ici, c'est une série qui est un petit peu ancienne, date de 2004 du groupe Goelams. Donc les survies à 5 ans étaient à 63%. Des mises à jour récentes de ces anciennes études montrent que les patients qui répondent bien précocement à 2 ans, qui sont comme on dit, sans maladie à 2 ans, ont une survie qui est complètement comparable à la population générale si on les match à l'âge. Donc ça, c'est une notion importante qu'on dit à nos patients en consultation. Dès qu'ils passent les 2 ans de suivi, on leur dit, bon voilà, on est tranquille, je crois que vous allez vivre comme la population générale, Inch'Allah. Voilà, donc on peut s'arrêter sur cette slide qui résume un petit peu le traitement du lymphome à grandes cellules. Les stades localisés, c'est généralement chez nous, hein, nous qui suivons un petit peu les recommandations européennes.
C'est 6 cycles de chimiothérapie, de polychimiothérapie associés aux anticorps anti-CD20. La question de la radiothérapie, on va voir tout à l'heure, c'est pas tranché. Les stades avancés, stade 3 ou 4 ou stade 2 avec des facteurs de mauvais pronostic, donc généralement c'est plus de chimiothérapie, voire l'autogreffe qui est encore non tranché. Voilà, donc on va essayer de discuter un petit peu le traitement. C'est pas très important. J'allais dire que ce n'est pas très important pour vous, mais moi, personnellement, dans ma pratique courante, je me fais aider beaucoup par les généralistes, surtout que nos patients, comme vous savez, on est des militaires, donc on a des patients qui viennent de Dakhla, de Laayoune, de régions éloignées, et on est le premier centre, le centre le plus proche du sud d'hématologie pour les militaires, et on se fait aider par les généralistes dans le suivi surtout de ces patients. Comme vous savez, il y a beaucoup d'effets indésirables de la chimiothérapie, et donc le médecin généraliste a un rôle très important dans la prise en charge de ces patients. Donc voilà, après le R-CHOP, donc, il y a des gens qui ont essayé de réduire la durée du traitement. C'est ce qu'on appelle la notion du dose dense. Donc, ils ont réduit en R-CHOP 21, R-CHOP 14. Il n'y a pas vraiment de différence, sinon une toxicité plus élevée dans les R-CHOP 14. Le groupe GELA, qui est le groupe d'études des lymphomes de l'adulte français, a essayé un protocole qui s'appelle le RACVP. Ils ont ajouté 2 petites molécules, la biobicine, la vindésine, par rapport au R-CHOP. Et ils ont montré qu'il y a une différence, d'accord, en survie globale même, mais c'est un protocole qui est clairement très toxique, qu'on voyait sur cette slide, et qu'ils réservent eux-mêmes aux patients jeunes. Et ça a un intérêt aussi dans les formes ABC. Ces formes ABC sont vraiment des formes de très mauvais pronostic, et quand on utilise ce protocole RACVP, on a l'impression que la réponse de ces patients est meilleure que la réponse avec le R-CHOP. Voilà. Donc il y en a qui ont essayé plein d'autres choses, R-MEGA-CHOEP, etc. Voilà. On a ajouté d'autres molécules au protocole R-CHOP, de nouvelles molécules, notamment l'élanimide qui est un anti-angiogénique, le bortezomib, le britinib. On a fait une maintenance avec l'anticorps anti-CD20 rituximab. Il y a quelques réponses, quelques essais qui ont montré des réponses qui sont prometteuses, mais rien n'est encore validé de façon officielle. Sinon, cet essai du R-CHOP plus Revlimid, qui a montré un avantage donc, par rapport au bras R de CHOP. Voilà. Donc en conclusion, donc, les stades localisés, R-CHOP 21, RACVP si les patients sont jeunes, et ABC, profil ABC, pas centre germinatif. Bon, les stades avancés, la question de l'autogreffe, donc on va la voir tout à l'heure. Donc l'autogreffe en première ligne, clairement, il n'y a pas vraiment beaucoup de données pour commencer à la faire en première ligne. Donc on la réserve généralement à la rechute. On a à peu près 70% de RC. Les 30% des patients qui rechutent, on les rattrape et on essaye de les greffer chaque fois que possible. Voilà donc des comparaisons qui n'ont pas montré vraiment donc, que l'autogreffe en première ligne n'améliore pas la survie globale, même chez les patients au stade avancé. Donc l'autogreffe ne doit pas être proposée en première ligne à tous les patients qui ont un lymphome diffus, sauf bon, après on a souvent des discussions dans nos réunions de concertation pour qui greffer et comment greffer. La radiothérapie dans les stades localisés n'a pas montré vraiment de bénéfices. Mais il y a des fervents défendeurs de la radiothérapie, notamment les Américains. Les Américains et les gens de l'ESMO, de l'European Society of Medical Oncology, qui sont souvent des oncologues ou des radio-oncologues. Les hématologues n'aiment pas la radiothérapie parce qu'ils ne savent pas gérer les effets indésirables. Et voilà, donc nous, on ne l'utilise pas, notamment, surtout parce qu'il n'y a pas vraiment de bénéfice à la mettre. Voilà, donc si vous regardez les courbes, ils sont à peu près support pesables. Mais les Américains continuent à la mettre dans leurs recommandations. Vraiment, la radiothérapie, il peut être proposée aux patients qui ont vraiment des atteintes purement localisées, stade 1, stade sans facteur pronostic, une petite masse, et qu'il ne faut pas que la masse soit grande, qu'on appelle les masses bulky. Voilà. Donc, en deuxième ligne, les 30% de patients qui rechutent, on leur propose une chimiothérapie de deuxième ligne. C'est des chimiothérapies qui sont intensives. Et il est suivi automatiquement de greffe quand le patient, bien sûr, est greffable, fonction de l'âge, son état général. Et la réponse à ce traitement de deuxième ligne. Donc, on a 2 protocoles principaux, le RAS-RDHAP, qui sont à peu près équivalents en matière de réponse et de toxicité aussi.
On a l'impression que l'RDHAP marche mieux dans les patients qui ont un profil centre germinatif. C'est pour ça qu'on le met d'emblée, avant la généralisation. Nous on n'a pas encore commencé à faire le typage en fonction centre germinatif ou pas. Mais après ce papier de l'OMS qui est apparu, donc je crois qu'on va commencer à la faire, qu'on va intégrer dans nos habitudes la recherche de ce profil. Donc on fait 2-3 cures, puis on réévalue le patient. S'il est en bonne réponse, on le greffe. Voilà, en fonction de MIC, vous savez que les patients qui expriment le CMIC, ils sont de très mauvais pronostics, quelle que soit la chimiothérapie de deuxième ligne. Parfois, si on a des patients qui ne sont pas très frais, qui ne sont pas en très bon état général, on peut proposer, pour des raisons de toxicité, le RGDP, en mettant la gemcitabine à la place de la racitine et de la cisplatine. Ça donne des résultats semblables ou comparables, au moins d'une toxicité beaucoup, beaucoup inférieure. Voilà, donc la tox, elle est beaucoup moindre avec le RGDP. Donc voilà, en deuxième ligne, RDHAP, meilleur que le RAS en cas de centre germinatif. RDHAP équivalent au RGDP, mais le RGDP est moins toxique. Si ABC, bon, rien ne marche, on sait que rien ne marche. L'autogreffe, il est systématique s'il y a rémission complète et si le patient peut se permettre l'autogreffe. L'allogreffe, vraiment très peu de données. Et on sélectionne des patients, vraiment des patients jeunes qui ont des réfractaires et il faut qu'ils soient chimiosensibles pour que la greffe puisse prendre. Donc il faut y avoir une prise de greffe et puis espérer un effet du greffon contre le lymphome. Ça, c'est très compliqué. Voilà, comment choisir entre le conditionnement, etc. Ça, c'est des discussions des greffeurs. Nous, on n'est pas très experts dans le sujet. La prophylaxie du système nerveux central, il y a à peu près 5% de risque de rechute au niveau du système nerveux central. C'est des rechutes très agressives, très difficiles à traiter. Donc on essaye de les prévenir en faisant une prophylaxie du système nerveux central. Il y a des discussions, donc voilà, surtout pour certaines présentations, comme la présentation testiculaire, l'atteinte des seins. L'examen des seins est très important chez les patients qui ont des adénopathies et l'examen des gonades aussi. L'atteinte sinusale, l'espace épidural ou l'atteinte intravasculaire. Donc ça, c'est des endroits à risque de rechute neuroménagée. Donc la discussion sur quel type de patients qui peuvent bénéficier. Donc les experts s'en sont mis d'accord que tous les patients qui ont un score de haut risque doivent bénéficier d'une prophylaxie du système nerveux central, en plus des patients qui ont des sites anatomiques comme le testicule, la moelle osseuse, les atteintes ORL ou des atteintes des seins. Comment faire la prophylaxie? Il y a la chimiothérapie intrathécale, donc des PL thérapeutiques qu'on fait aux patients après toutes les cures. Et il y a le méthotrexate. C'est une drogue qui traverse la barrière ménagée et qu'on fait à haute dose chez les patients, soit en cours de chimiothérapie, soit après la fin de la chimiothérapie. Voilà, donc pour finir, je crois que ça passe pas très bien. Donc c'est une petite figure qui a été proposée par les gens de la Cleveland Clinic sur la prise en charge du lymphome. Donc la biopsie bien sûr au début, puis le staging comportant obligatoirement un PET scan ou si les moyens ne peuvent pas permettre, on peut se contenter d'un scanner. L'évaluation de l'état du patient cardiaque, fonction rénale, bilan hépatique, son statut sérologique, viral, HIV, etc. L'EBV, ils le font parce qu'il y a des lymphomes qu'on a vu tout à l'heure dans la classification qui sont liés à l'EBV et ils ont un comportement un peu différent du lymphome classique sans spécificité. Et en fonction des stages, on va soit faire de la chimiothérapie courte avec un peu de radiothérapie dans un stade purement localisé, soit de la chimiothérapie sur 6 ou 8 cycles en fonction de stade. Les patients répondeurs, on les suit en consultation. Généralement, le suivi se fait tous les 3 mois, les 2 premières années, puis tous les 6 mois, puis tous les ans. On arrête généralement dans lymphome diffuse à grande cellule à voir les patients à partir de 5 ans, parce qu'exceptionnellement, il y a des patients qui rechutent après 5 ans, mais c'est vraiment exceptionnel. Les patients qui ne répondent pas, c'est des candidats à la greffe chaque fois que possible, donc chimiothérapie intensive plus greffe. Essais cliniques, malheureusement, on n'en a pas ici au Maroc. Ils sont encouragés chez les patients réfractaires, surtout grâce à ce que je vais vous montrer maintenant. Maintenant, j'ai mis What's Next. Donc la connaissance en lymphome a été parallèle à l'amélioration des connaissances dans le cycle cellulaire normal. Et du coup, maintenant, on voit les molécules du cycle cellulaire. Et grâce à la connaissance de ces signalisations cellulaires, on peut cibler certaines molécules
comme par exemple les inhibiteurs du bêta-4, du proton-tyrosine kinase, l'ibrutinib qui a cartonné dans la leucémie lymphoïde chronique et le lymphome à cellules du manteau, et qui est utilisé également dans le lymphome diffus dans des essais qui sont en cours. Les inhibiteurs du PI3 kinase, l'idéalisib, les inhibiteurs du CXCR4 qui est une molécule d'adhésion à la surface cellulaire, des inhibiteurs du BCR, B-cell receptor, des inhibiteurs du NF-κB, donc des inhibiteurs du MID, de SIC, et on peut imaginer toutes sortes de petites molécules qui vont cibler des voies particulières qui sont impliquées dans le développement de tel ou tel lymphome. Et je vous remercie.